Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à Sol, ma première lectrice et mon indéfectible supportrice. Cher lecteur, Joseph Kessel est allé à Alger en 1943. Nous en savons si peu. Se laisser aller sinon point de création, a dit récemment Antoine Compagnon. Alors, je me suis laissé aller. J'ai créé une sorte de double de Joseph Kessel. Un peu lui sans être tout à fait lui. En marge des biographies et dans les interstices des récits historiques, j'ai installé mon personnage et ses compagnons de route. J'ai osé mettre mon Kessel dans des situations proches de son vécu, sans que celle-ci ait vraiment existé. Dans mon livre, j'y ai mis un certain nombre de rencontres ayant vraiment eu lieu. D'autres non. Dans tous les cas trafiquées. J'ai osé mettre mes mots dans sa bouche comme je l'ai fait pour d'autres personnages illustres. Crime de lèse-majesté diront certains. J'ai fait prendre à mes personnages des chemins de traverse, d'autres chemins vers la liberté. J'ai conscience de m'être lancé dans une aventure un peu casse-gueule. Dans une entreprise risquée, assumée. Un amusement au sens noble du terme. Si Kessel est le personnage principal masculin de cet opus, l'héroïne principale est la ville d'Alger. Alger dans le courant de cette année 1943. J'ai tenté de faire vivre des lieux, rendre des atmosphères, donner du goût, des couleurs, des odeurs. Comme Kessel a su si bien le faire. Cher lecteur, il est temps de vous laisser en compagnie de mes personnages. Et en dernier lieu, vous seul trancherez. Norbert Bellange. Vue générale de Lisbonne, Sergio Simoes Dreamtime. Premier épisode, en route pour Londres. En ce 20 décembre 1942, à Toulon, il est urgent pour Jeff et son neveu de quitter la France. La Gestapo est à leur trousse, une fois de plus. Jeff vient de mettre ses femmes à l'abri. Sa mère, Sama Moussia, a rejoint plus au nord, Vaison-la-Romaine. Il ne lui reste plus qu'à sauver sa peau, et à veiller sur Maurice Druon. Comment depuis Toulon rallier Londres pour se mettre au service du général sans tomber entre les mains de la Gestapo, des miliciens ou toute autre police de Vichy? Il faut à tout prix éviter la souricière marseillaise. Éviter de voyager en train et se retrouver coûte que coûte dans la soirée du 31 décembre, quelque part au pied des Pyrénées, plutôt basses. Ou entre les deux. Le passage vers l'Espagne par les Pyrénées-Orientales est par trop encombré. Et Jeff a décidé de la jouer en solo, et de ne pas passer par les filières existantes. Si leur passé de résistant joue en leur faveur, il leur faut trouver comment cheminer jusqu'à ce rendez-vous. Il n'y en aura pas d'autre. Le lendemain matin, Jeff et Maurice se rendent à la Seine-sur-Mer. Les chantiers navals sont à l'arrêt. Dans le port de pêche, quelques bateaux à quai. C'est la saison morte. Jeff avise un lamparo, ni trop petit ni trop grand. Un homme est à bord, occupé à ranger ses casiers. « Bonjour, dit Jeff. » L'autre lève la tête, met la main en visière et dévisage les deux hommes. Pas des collègues pour sûr, laissons-les causer. On voudrait vous proposer une sortie en mer. De quel genre? Du genre bien payé et discret. C'est possible? Faut voir. Pour éviter les oreilles indiscrètes, l'homme les fait descendre sur le bateau. Ils sont dans le carré, à l'étroit. Il faut faire vite. Jeff. Il faudrait que vous nous emmeniez demain, au petit matin, aux Saintes-Maries de la Mer. Quoi? C'est de l'autre côté de Marseille, et je connais pas. Maurice. Vous allez bien trouver une carte. Et puis, il s'agit de naviguer tranquillement, sans perdre de vue la côte. Jeff. Est-ce que votre bateau tient bon? Et le moteur? L'autre piqué au vif. Refait à neuf il y a 2 ans, 350 chevaux, 20 000 à l'heure. Bon, c'est pas le tout, on veut une réponse. Et Jeff de tirer 1, 2, 3 billets de 1000 francs. L'hiver est la morte saison pour la pêche au lamparo. L'autre commence à fléchir et ajoute. C'est que mon moteur est gourmand et du mazout. Jeff rajoute 5 billets de 100 francs. Si on arrive à bon port aux Saintes, il y aura un gros billet en plus. C'est d'accord? Les deux hommes scellent l'accord d'une franche poignée de main. Adrien Paban. Joseph Pascal.
Seule, la moitié des billets change de main. Le reste de main. Maurice. C'est risqué ton affaire et un peu cher. A-t-on le choix? Pas vraiment. Le lendemain matin, les 3 hommes embarquent sur le paban de Adrien Paban a armé son bateau comme pour une partie de pêche au large. À l'arrière et au pied du carré, il a élevé une sorte de mur fait de casier. C'est là qu'il installe ses passagers et leurs bagages. Sorti du port et malgré une petite houle de travers, le bateau marche bien. À midi, Marseille est dépassée. 1 heure plus tard, ils entrent dans le port de pêche des Saints. Les hommes débarquent. Jeff rajoute quelques billets de 100 francs. Il n'y a pas loin entre le quai et la petite église où on les attend. À 7 heures, les rues de la cité des Gardians et des Gitans sont désertes. Devant l'église, Alexis de Baroncelli les attend. Tenue sombre de velours côtelé, et regard abrité sous son chapeau de gardien. Le signe de ralliement est le même, Jeff tire son fume-cigarette et embouche une cigarette. Quelques ruelles plus loin, Alexis de Baroncelli monte dans son camion chargé de taureaux, noirs comme l'ébène, aux cornes prometteuses. Jeff et Maurice ont revêtu un paletot de coutil bleu pour donner le change en cas d'un contrôle inopiné. 2 heures plus tard, le camion s'arrête sur les bords du canal du Midi. Vous n'avez plus qu'à attendre la péniche à Aboukir, venant de Sète à destination de Toulouse. Un rien caustique, le gardien ajoute sur un ton plus bas. Vous ferez la bise au général de ma part. Et n'oubliez pas de sortir votre fume-cigarette. Alexis de Baroncelli est reparti avec ses taureaux. L'attente commence. Sur l'autre rive, le quai des Moulins et ses immenses chais d'où s'échappe une rumeur sourde. Dis-moi pourquoi ce nom d'Aboukir pour cette péniche que nous attendons. Jeff ne répond pas tout de suite. Il jette un regard sur leurs bagages, 2 sacs marins, la valise de Sandy, cadeau fétiche de sa première femme et la musette de Maurice. À Toulon, dans la basse ville, Jeff était parti à la rencontre de Mataf en goguette. Il monnaya l'achat de ces 2 sacs faits de toile épaisse et étanche, petite poche sur le côté, cylindrique, d'une contenance équivalente à une grosse valise, bretelle à l'épaule. De quoi y fourrer vêtements chauds, médicaments, trousses de première urgence, quelques victuailles sèches et boîtes de sardines. Toujours à Chicago, le quartier chaud de Toulon, Jeff s'est procuré un Beretta et un 765e ainsi que quelques chargeurs. C'est fou ce que l'on peut trouver au marché noir, il suffit d'y mettre le prix. Tu me demandais. Au sujet d'Aboukir? C'était lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Les Français ont été défaits par la flotte de l'amiral Nelson. C'était devant Aboukir, près d'Alexandrie. C'est drôle de célébrer ainsi une défaite. Il est possible que ce soit le nom d'un bled près de Mostaganem, en Algérie d'où vient tout ce pinard entreposé à Sète. De la gauche, il voit apparaître le large museau noir d'une péniche qui avance quasiment au pas. Impossible de lire son nom de face. Jeff, prévoyant, sort son fume-cigarette et visse l'une de ses dernières gauloises. Remous à l'arrière de la péniche, la coque se rapproche du quai. C'est bien l'Aboukir. Un marinier jette avec adresse une sorte de long caillebotis entre plat-bord et quai. Montez. Déjà la péniche reprend sa route. Le patron marinier les rejoint dans le carré. Pas question que je vous voie sur le pont. Depuis les hublots, le paysage défile. Ancien chemin de halage, alignement de platanes ou de peupliers dénudés, les maisons des éclusiers, l'ascenseur des écluses, paysage reposant et découverte en tout genre. Jeff. C'est la première fois que je voyage en péniche. Maurice. Je t'avoue que c'est d'un calme. Entre chien et loup, le paysage s'habille de fantastique. En guise de dîner, le patron marinier leur apporte une miche de pain, un morceau de fromage et un kil de vin rosé. Pas de verre. Et ajoute. Nous serons demain matin à Toulouse. C'est là que vous descendrez, bonne nuit. Jeff et Maurice lui adressent un merci. Le lendemain matin, l'Aboukir arrive à la hauteur des ponts jumeaux, point de départ du canal latéral vers Bordeaux. Remous dans l'eau, la péniche glisse sur son aire et finit par s'arrêter. Jeff et Maurice attendent, les bagages à leurs pieds. Le patron marinier. Bonjour. Vous allez descendre. 2 femmes viendront vous chercher. Bonne continuation.
Un signe de la main au patron marinier. Il est un peu plus de 7 heures du matin. Un pâle soleil lutte contre la froidure de décembre. Personne. La péniche poursuit son chemin vers Bordeaux. L'attente commence. Entre les piles des ponts jumeaux, de belles fresques sculptées racontent l'histoire du Languedoc. Un ronflement emplit l'espace. L'avant imposant et allongé d'une bétaillère Renault avance vers eux. L'arrière de la bétaillère est recouvert d'une bâche noire. Sur les côtés des claires-voies. Le camion les dépasse laissant derrière lui une odeur. Maurice. Putain, qu'est-ce que ça pue. La merde mon cher neveu. La merde et en plus ça criaille. Puis plus rien. Le camion s'est immobilisé 100 mètres plus loin. Du côté conducteur, une femme en descend. Elle tient un bout de papier entre les mains. Son regard va du bout de papier vers les deux hommes. Plusieurs allers-retours. Jeff. Je crois que ce sont nos bonnes femmes ou nos anges gardiens. Alors sors donc ton fume-cigarette. La femme s'approche. Esquisse un sourire. Vous êtes bien Joseph, Pascal et Pierre? Jeff. C'est bien nous. Je suis Cerise et Cerisette nous attend dans le camion. En route. Mais qu'est-ce que vous transportez là? Cerise ne répond pas. Arrivée à l'arrière du camion, elle déplie le marchepied. Passez-moi donc vos sacs, je vais les suspendre au fond. Vaut mieux, s'il nous arrivait de faire une mauvaise rencontre. Dans la benne, 200 doigts bien grasses se pressent. Maurice. C'est donc elle qui. Chie mon bon monsieur et c'est bon pour mes poireaux. Dans la cabine de gauche à droite, il y a Cerise au volant, le levier de vitesse, Jeff, Maurice et Cerisette tout contre la portière. Le camion avance à environ 30 km à l'heure. À la sortie de Toulouse, on prend la direction de Muret et de Saint-Gaudens. Le ronflement du Renault emplit la cabine. Impossible d'échanger le moindre mot. 3 heures plus tard, Saint-Gaudens est dépassé. Cerise. Dans 1 heure environ, vous serez chez nous. Cerisette, la plus jeune, se penche et sourit à son aîné. Saint-Bertrand de Comminges et sa superbe cathédrale abbatiale sont entrevus. Suit tout un troupeau de hameaux. Le camion s'engage sur un chemin pierreux. Au bout, une ferme. Le camion s'arrête. Silence. Un filet de fumée s'échappe de la cheminée. Cerise sourit. La maison doit être bien chaude. La maison est adossée à une butte. Solide, épaisse. Les fenêtres sont encadrées de volets en bois plein. Sur la droite, des bâtiments ressemblent à un poulailler, une écurie. Au rez-de-chaussée, une vaste cuisine et toutes sortes de garde-manger. Une trappe mène probablement à une cave. À l'étage, 2 chambres. Sur le palier, d'immenses armoires à linge. Les 2 chambres sont voisines et à l'identique. Seule différence, les prénoms sur les portes, à droite Cerise, à gauche Cerisette. Comme dans le camion, Cerise distribue les rôles et les places. Cerisette. Joseph, vous serez dans ma chambre et Maurice dans celle de Cerisette. Cerisette n'a Dieu que pour Maurice, 25 ans, mince, d'un blond roux et des yeux bleus. Nous vous laissons monter vos bagages et vous installer. Rejoignez-nous dans la cuisine, malgré l'heure tardive. Un bon café fera du bien à tout le monde. Jeff, qui il y a encore quelques jours s'occupait activement de ses femmes, se laisse faire avec gourmandise. Le décor est planté, les rôles distribués. Quelle sera donc la pièce qui se jouera là ce soir? Les lits sont vastes et hauts. Au bois chantourné. Une sorte de baldaquin de velours bleu roi égaye l'ensemble. Au mur du papier peint. Une commode surmontée d'une glace. Sur la pierre de marbre sont posées une cuvette et un broc émaillé. Le lit disparaît sous un gros édredon jaune et rose. Sur les chevets, des bougeoirs, des bougies et des allumettes au cas où l'électricité viendrait à manquer. Enfin, une vaste fenêtre ouvre sur les bois environnants. Le pas lourd des hommes résonne dans l'escalier de bois. Ah là, je vous reconnais, les traits moins tirés, monsieur Kessel. Mais la presse d'avant-guerre, la presse, monsieur Kessel, vous connaissez. Et ce jeune homme qui vous suit et vous ressemble. Cerise et Cerisette, nous voilà donc reconnus. Joseph Kessel et mon neveu Maurice Druon pour vous servir. Cerisette. Soyez les bienvenus dans notre maison. Si vous voulez bien prendre place autour de la table.
La table est une table de ferme. Le plateau épais est en chêne. 2 longs bancs du même bois courent sur les grands côtés. Cerise fait face à Jeff, Cerisette à Maurice. Cerisette est au service. Le café est servi dans de grands bols en grès. Sur la table, tout est fait maison. La miche, les gelées et la motte de beurre que Cerisette a baratée. Les femmes sont ravies d'avoir 2 hommes sous leur toit, et de les voir dévorer les tranches de pain beurré, surmontées d'une belle couche de myrtille ou de mûre. Cerise. Attention, les garçons, ça déborde. Soupir d'aise. Jeff. Maintenant, vous savez qui nous sommes. À notre tour de savoir qui sont celles qui nous accueillent. Cerise. Oh. Nous ne faisons pas la une des journaux ni de la presse magazine. Nous sommes toutes les 2 des maîtresses d'école en long congé sans solde. Nous n'avons pas voulu des maréchals, nous voilà. Nous voilà donc éleveuses d'oies. C'est dur mais nous n'avons pas le choix. Cerisette. Nos voisins paysans nous aident beaucoup pour le nécessaire, le bois de chauffe, des légumes, des fruits. En échange, nous leur donnons un coup de main pour les travaux des champs. Et puis vous savez, à la campagne, surtout en ce moment, le troc fonctionne bien. Un bocal de confit d'oie contre quelques côtelettes de porc ou un bidon de lait de vache ou de chèvre pour faire nos fromages. Maurice. En somme, vous vivez en autarcie ? Cerise. Il y a un point où la solidarité entre voisins s'impose. C'est la surveillance. Même si nous sommes loin de Saint-Gaudens, il arrive parfois que des patrouilles allemandes arrivent jusqu'ici. Aussitôt l'alerte est donnée de hameau en hameau, par un système que je ne vous dirai pas. Régulièrement, mes voisins surveillent la grande route qui mène au col avec de puissantes jumelles. Et vous savez, tous les paysans sont un peu chasseurs. Il nous arrive aussi de chasser pour varier notre alimentation. Un faisan dans les maïs à la fin de l'été ou un lièvre dans le labouré. Donc nous avons de quoi accueillir des intrus. Vous voyez, pour le nécessaire, ça peut aller. Cerisette. Mais pour le superflu. Le superflu, Cerisette ? Du savon, de quoi sentir bon, bref, nous sentir exister. Jeff à Maurice. Tu vois bien que tu zennes avec tes questions. C'est vrai, mon cher oncle, que je n'ai pas ton expérience. Cerise et Cerisette s'amusent de cette chamaillerie. Cerise redevenue sérieuse. Nous vous avons concocté un beau programme. Entraînement intensif à dos de mule, longue marche à pied, grande sieste et... Cerisette. Nous allons vous retaper, requinquer, ragaillardir. Maurice. J'aurais aimé vous avoir comme maîtresse d'école pour le choix de vos synonymes. S'installe un ping-pong verbal dont Jeff est surtout le témoin. Cerise relance. Vous savez, Joseph, à la campagne, dans nos classes, nous avons plusieurs niveaux. Pendant que je faisais calcul mental aux petits, les grands vous lisaient. Oui, des extraits de l'équipage. L'un des plus dégourdis me demande: Dame, ça a bien existé ces avions, ces salmsons comme il dit Monsieur Kessel ? Mais oui, André. Jeff se noie dans le visage ouvert de Cerise. Cerise leur montre leur salle de bain. Dans la cuisine, derrière un haut paravent de bois, au beau milieu une sorte de baquet. Oui, c'est une bordelaise que nous avons récupérée. Avec Cerisette, nous l'avons sciée pour en faire 2 baquets, ce qui nous permet parfois de prendre le bain ensemble. À charge à chacune ou chacun de charrier les bidons d'eau chaude depuis la cuisinière. Tiens, les jeunes, si vous alliez nous rentrer du bois. Une douce température gagne l'étage. Le potage poireaux pommes de terre est suivi d'un plateau de fromage et d'une pomme. Sous les édredons, dans les vastes lits, les corps peuvent se rencontrer, s'épouser, cela ne nous regarde pas. Le lendemain matin, Cerise quitte la chambre non sans regarder le visage apaisé, bienheureux de Jeff. Dans la cuisine, elle s'affaire à mettre une grande lessiveuse pleine d'eau à chauffer. Rechargée en bois, la cuisinière ronronne. Elle s'offre le fond d'un bol de café quand elle entend les pas de son homme. Jeff, dans un vieux pyjama en coton. Bonjour Cerise. Bonjour Joseph, bien dormi ? Comme un bébé. Du café ? Bien volontiers. Ils boivent en silence. Heureux, dans leur quarantaine assumée, Joseph, j'ai descendu de grandes serviettes et un morceau de savon de Marseille. J'entends l'eau frémir. Dans un instant, nous passerons au bain. Comment nous ? Vous dans le baquet et moi aux casseroles. Sinon, je ne vois pas comment.
Et je serai tout nu, oui tout nu. À l'étage, Cerisette et Maurice dorment toujours. Dites donc Joseph, vous êtes un peu couturé, raccommodé. Cerise, le métier de grand reporter comporte quelques risques. Et depuis mes 17 ans, j'ai pris quelques coups et j'en ai donné aussi. Je n'en doute pas. Le bain terminé, Jeff est habillé de vieilles frusques que des hommes de passage ont pu laisser ou celles d'un frère ou d'un père. Vous savez, tout à l'heure avec les mules, vaut mieux être dans une tenue un peu rustique. Recafé. Grand bol, tartine beurrée, gelée et un crottin de chèvre. Le crottin est fait maison. Moi je l'aime onctueux. C'est un régal Cerise. N'y changez rien. 1 heure plus tard, tout le monde est à l'écurie. Bourrique et Bourriquette occupent chacune un box. Paisibles, elles tirent sur le foin logé dans leur atelier. Cerise et Cerisette avec une poignée de foin étrillent les mules. Puis elles jettent sur leur dos une couverture. Viennent ensuite les selles. Cerise. Bourrique et Bourriquette sont mère et fille. Dehors l'heure est frisquette. Nous sommes fin décembre. Cerisette monte Bourriquette. Cerise en monitrice d'équitation. À gauche et Cerisette tire la bride à gauche. On démarre, petit coup de talon dans les flancs. Et maintenant messieurs, en selle. Cerise a prévu un petit banc. Heureusement qu'elles sont moins hautes que des chevaux, dit Joseph. Sur un chemin de terre, les paysans des environs auraient pu voir ce drôle d'équipage. 2 hommes se tenant vaille que vaille sur leurs mules et 2 femmes conduisant les bêtes. Ainsi parfois va le monde. Cerise. Pour vous le plus dur sera de demeurer en selle, longtemps. Pour le reste, il vous faut faire confiance à vos compagnes. 1 heure plus tard, retour à la ferme. La descente est plus difficile. Cerisette coquine. Comme vous savez si bien cajoler nos fesses, nous allons nous occuper des vôtres. Et à mon avis, ça s'impose vu votre démarche. Les fesses nues des 2 hommes recouvertes d'un baume fait de farine de maïs, de zinc, d'argile blanche et parfumée à l'huile d'amande douce, reposaient sous une couverture légère. L'indolence finit par arriver. Suivie d'une vacuité reposante. Quand la voix moqueuse de Cerisette se fait entendre. Allez-vous raconter toutes vos misères au général ? Peut-être, répond Joseph, mais pas jusqu'à ce degré d'intimité. Et le général dirait en substance. Mon cher Kessel, vous en avez vu bien d'autres. L'après-midi fut consacré à une longue promenade à pied, à petits pas, en direction du col. Cerise et Jeff allaient devant. Cerisette et Maurice suivaient à quelque distance. En chemin, Cerise précise quelques repères tandis que Joseph note. Qui pouvait savoir aller voir qui partirait et qui resterait. Eux le savaient. Ainsi chaque instant partagé était engrangé dans la besace aux souvenirs. Ce soir-là, le dîner fut composé d'un émincé de cuisses d'oie confites, réchauffé à la poêle, accompagné d'une compotée de pommes Marie-Madeleine. Le goût prononcé du confit d'oie trouve son équilibre dans le moelleux et le sucré des cubes de la compotée. Au loin, sur la route du col, le bruit caractéristique des estafettes allemandes sur leurs puissantes motos. On se servit généreusement d'osso irati. Dans la vaste cuisine, pour profiter de la chaleur, Cerise et Cerisette s'étaient improvisé une sorte de salon. Des petites lampes diffusent une lumière agréable. Le seul luxe de cette ferme isolée est l'électricité. Parfois les plombs sautent, alors Cerise et son bougeoir par les remettre. Il arrive que les lignes plient sous le poids de la neige. Ce soir, la fée électricité remplit bien son rôle. De larges fauteuils recouverts de cretonne jouxtent une petite bibliothèque. Juste à côté un petit meuble, trapu compact. Ça c'est l'affaire de Cerisette, s'écrie Cerise. À toi d'expliquer et de faire fonctionner. Cerisette. La partie basse est tout simplement un poste de radio. Quant à la partie haute, Cerisette soulève un couvercle, c'est notre gramophone. Cerise. Sans sa patience et son doigté, nos soirées peuvent être fort longues. Surtout en hiver. Alors les doigts fins de Cerisette courent sur les ondes courtes. Après les sempiternelles infos, Radio Andorran distille de la musique classique espagnole. Radio Paris, reliée par les ondes de la BBC après les messages personnels, diffuse des concerts de jazz enregistrés au Savoy de Londres. Et là, c'est un bonheur. Depuis peu,
la voix de l'Amérique en français arrive jusqu'au pied de nos montagnes. Oh! Ce Bing Crosby, je l'adore. Maurice, un peu facétieux. Regarde, oncle Joseph, ce que j'ai trouvé et brandi comme un trophée. Un 78 tours de Jean Sablon. Jean Sablon, dis-tu? Un voile de silence se pose sur son visage et laisse venir à lui celui de Germaine. Cerise. Cerisette, si tu nous servais une petite poire? Du buffet sous le vaisselier, Cerisette en retire des petits verres, un plateau et une longue bouteille fuselée remplie d'un liquide jaune paille. Les verres remplis. Cerisette. Attention du costaud, mais l'attaque est douce. Jeff. Ne me dites pas que... Non, je vous rassure, Joseph. Cette eau-de-vie de poire est faite par l'un de nos voisins. Plus exactement, un alambic itinérant circule après la cueillette. C'est drôlement bon. Une deuxième tournée délie un peu plus les langues. Avec un soin particulier, Cerisette choisit la bonne aiguille. La musique s'élève du gramophone, la voix de son maître. La voix veloutée de Jean Sablon finit par dominer la technique. Cerisette en duo avec Maurice. Venez donc chez moi. Je vous invite. Il y a de la joie chez moi. C'est merveilleux. À côté des étoiles j'habite. Jeff et Cerise sont debout, bras dessus, bras dessous en chaîne. Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Cerise. Joseph, vous êtes certainement un grand écrivain. Côté chant, vous vous débrouillez pas mal aussi. Cerisette remplit à nouveau les godets. Chère Cerise, j'ai appris à poser un peu ma voix. Avec mon frère à Nice, nous écrivions, montions et jouions des pièces de théâtre. Le théâtre, j'aurais bien aimé y faire carrière. Par peur que l'évocation de Lazare ne le submerge, Jeff se lève et chante a cappella, roulant affreusement les airs. Vous qui passez sans me voir. Sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir. Maurice est stupéfait. Cerise et Cerisette hilarent. Je vous dois une explication, même à toi Maurice. C'est en 25 ou 26 chez Colette, notre grande romancière. Elle vient d'acheter une jolie petite maison qui mène à la plage des Canebiers, à Saint-Tropez. Colette a un peu plus de 50 ans. Comme beaucoup, je suis régulièrement invitée à la Treille Muscat. Il y a parfois Jean Cocteau et Jean Marais. Un jour, dans ce qu'elle appelait sa chambre de sieste, une cour aménagée en un lieu de repos, je l'ai surprise à chanter. Vous qui passez sans me voir, me voyant, elle s'arrête. Mais comment fais-tu, Joseph, toi le petit russe, pour parler et chanter sans accent? Moi, mon accent bourguignon me colle au palais. Tiens, un petit détail pour nos deux maîtresses d'école. Colette se levait tôt pour écrire. Elle avait un tout petit bureau, et n'écrivait que sur du papier vert d'eau. Cerise. Qu'est-ce que vous racontez bien, Joseph, et votre voix nous transporte. Il se fait tard. Notre quatuor en chœur. Je tire ma révérence. Et m'en vais au hasard. Par les routes de France et de Navarre. Mais dites-lui quand même. Simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous. Bonsoir pour moi. Et voilà tout. Sur le palier du premier étage, on se souhaite une bonne nuit. Le lendemain au calendrier, c'est le 31 décembre. Par les fenêtres ouvertes de la cuisine, bol de café en main, Cerise interroge le ciel pour savoir le temps du jour, sec et froid, peu de vent, un ciel gris mais avec un haut plafond. L'entraînement sur les échines de bourrique et bourriquette a repris. Les hommes sur les mules et les femmes à pied. Un brin goguenard, Jeff s'adresse aux filles. On dirait de cette sorte de tableau que j'ai maintes fois vu en Syrie. Les hommes sur les ânes et les femmes derrière à pied. Pour toute réponse, Cerise assène un coup de badine sur la croupe de bourrique. Celle-ci part au trot et Jeff faillit verser. Tout le monde se moque un peu de l'ancien. À présent, on quitte la route qui mène au col. On s'enfonce dans la forêt. On suit un chemin forestier. La route est en contrebas. On ne la voit plus que par intermittence. Par contre, la moindre circulation automobile s'entend. Cerise précise, Cerise explique. En aucun cas, ne vous aventurez pas sur la route. Dans la mesure du possible, laissez les mules avancer. Un peu plus loin, le chemin se resserre. Vous êtes en pleine forêt.
Le sentier est étroit mais pas de précipice. Cela monte pendant un très long moment. Jeff. Combien de temps pour atteindre le sommet du col et basculer du côté espagnol? En plein jour 5 à 6 heures. Cette nuit soyez large 2 à 3 heures de plus. Cerisette. Dès que les bêtes accélèrent, c'est qu'elles attaquent la descente. Alors, vous pouvez vous dire que la partie s'annonce bien. Cerise. Joseph, pas de cigarette, nada. Mais t'avis que les frites resteront bien au chaud la nuit prochaine. Et c'est tant mieux pour vous. Par contre, il peut se faire que le thermomètre frôle les -10 degrés. Et si le vent se lève, alors le froid sera plus mordant. De la neige s'enquit Maurice? Je pense que non, et ainsi les bêtes ne laisseront pas de traces visibles. De retour à la ferme, on cherche la meilleure position pour arrimer les sacs. Cerise demande aux hommes de creuser leurs sacs en leur milieu. Ainsi, ils reposeront comme des bâts. On les attachera aux arçons de la selle avant le départ. Cerise, une fois en Espagne, que fait-on des mules? Ne soyez pas pressés de vous en séparer, elles peuvent vous mener encore un bon moment. Après, vendez-les si vous le pouvez. Faites sans cadeau à des paysans, elles seront les bienvenues. Elles vont vous manquer. Certainement. Cerisette. C'est vous qui allez nous manquer. Après leur avoir rempli une musette de bonnes choses, Cerise prépare un immense café, fromage, tartines, gelée et une tarte aux pommes renversante selon Maurice. Les sacs arrimés, les hommes en selle, on part pour le pied du col avec les dernières lueurs du jour. Discrètement, sous leurs épaisses canadiennes, les hommes ont glissé leurs armes, prêts à défendre chèrement leur peau. Les dernières accolades, les derniers baisers. Cerisette n'en finit pas de rester collée à Maurice. Cerisette, il faut les laisser partir maintenant. En selle, les hommes se tiennent bien et ne se retournent pas. L'Espagne est là, en haut quelque part. Sur le bahut, Jeff a laissé une enveloppe. À l'intérieur, il a glissé quelques gros billets et tracé ces quelques mots. À Cerise et Cerisette. Pour votre accueil, pour vos bras langoureux. Pour Bourrique et Bourriquette. Et pour le superflu en forme de petites culottes. Jeff et Maurice. Dans la forêt, la nuit s'est faite plus épaisse. Les branches basses des mélèzes font parfois obstacle. Le froid mord un peu plus la chair que les passe-montagnes laissent à nu, les nuques se raidissent. Les bêtes avancent. Cela monte sans à-coups. Cela fait 2 heures qu'ils vont par la forêt quand en contrebas sur la route, le bruit caractéristique d'une motocyclette. Puis d'une autre. Patrouille allemande sans doute qui file vers le sommet du col. Puis plus rien. Il est près de minuit. L'année 1942, de triste mémoire, n'a plus que quelques minutes à vivre. Il faut avancer. Les mules les portent sans rechigner. Le vent se lève. Il feule dans la ramure. Les arbres craquent sinistrement. Puis plus rien. Comme s'ils se taisaient pour reprendre des forces. Jeff distingue à peine Maurice sur Bourriquette. Il arrive à murmurer. Maurice, ça va? Ouais, ça va. Courage. Il en faut. Là-bas sur la route, les motocyclettes rentrent au nid. Ouf. Sans s'être concertés, Jeff et Maurice, moins inquiets et par quelque alchimie, se lancent dans un assaut digne des comédiens du français. Jeff attaque le premier avec Océanonox. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Et Maurice enchaîne. Dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune. Dans une mer sans fond par une nuit sans lune. Sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Jeff. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues. Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Aïe. Aïe. Une branche m'a cogné la tête. Rien de grave? Non, et Jeff enchaîne. On demande où sont-ils? Sont-ils rois en quelque île? Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile? Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. Le temps qui sur toute ombre en verse une plus noire. Les vers de Victor Hugo racontent au plus près ce que vivent nos cavaliers, et ce à quoi ils pensent. Le froid engourdit leurs jambes pendantes. Les rênes dans leurs moufles épaisses sont aussi raides que des bouts de bâton.
Les mules expirent des jets de vapeur sitôt transformés en cristaux de glace. Parfois le vent se déplace en tourbillons imprévisibles. Entre deux tourbillons, Maurice se souvient de quelques vers des jeans de Victor Hugo. C'est l'essaim des jeans qui passe. Et tourbillonne en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse. Craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide. Volant dans l'espace vide. Qui porte un éclair au flanc. Maurice, tu ne pouvais pas choisir mieux avec ces octosyllabes du père Hugo. Les vers de Victor Hugo pour compagnon de route, de misère, je n'y avais pas songé un seul instant. Tiens quelque chose de moins connu de notre grand Hugo. À mon père. Quoi, toujours une lyre et jamais une épée. Toujours d'un voile obscur ma vie enveloppée. Point d'arène guerrière à mes pas perdus. Mais jeter ma colère en strophes cadencées. Consumer tous mes jours en stériles pensées. Toute mon âme en chant perdu? Et l'Espagne à grands cris appelle nos exploits. Car elle a de l'erreur connu l'ivresse amère. Et comme un orphelin qu'on arrache à sa mère. Son vieux trône a perdu l'appui des vieilles lois. Maurice. Ça sonne drôlement. Et c'est d'une terrible actualité. Bourrique et bourriquette avancent, font leur métier. Pour Jeff et Maurice, la récitation des vers d'Hugo a aiguisé leur esprit. Long silence rompu par le déplacement de quelque oiseau dans les arbres. Maurice, Maurice, tu n'as pas l'impression que... Rien de nouveau, mon cher oncle. Quelques instants plus tard. Maurice, cette fois j'en suis sûr. Sûr de quoi? Les bêtes trottent. Oui, et alors? Elles trottent plus vite. Effectivement. Cela peut être un faux plat montant, comme on dit chez les cyclistes. Ah, cette fois non. C'est sûr, elles accélèrent. Je crois que oui, mon oncle. Arrête de m'appeler comme ça. Regarde devant nous, le bois s'éclaircit. On dirait la pâleur de l'aube. Le vent a tourné, Joseph. Et Joseph, revigoré, enchaîne avec d'autres vers de Hugo toujours. Aux promesses. Espoir. Chercher dans l'espace. La bouche qui promet est un oiseau qui passe. Les promesses s'en vont où va le vent des plaines? Où vont les flots, où vont les obscures haleines? Du soir dans la forêt. D'où sors-tu ces vers? Des contemplations, mon cher neveu. La forêt est derrière eux. Au pied des Pyrénées, les plaines d'Aragon sont devant eux. Pas d'habitat en vue. Les mules s'arrêtent d'elles-mêmes. L'herbe est tendre. Pause casse-croûte pour tout le monde. L'Anca fromage de cerise est le bienvenu. Pause gourmande pour saluer la nouvelle année. Les mules broutent l'herbe emperlée de rosée. Sur un endroit au sec, on a déposé les sacs. On s'est allongé. Le sang circule un peu partout. Les fesses, on verra plus tard. De la mallette de Sandy, Jeff en extrait une carte d'Espagne. C'est de celle-là dont je me suis servi en 38. Tu me raconteras? Y a rien à raconter. J'ai manqué cette guerre. J'ai fait du tourisme avec Georges et le cousin Boris Lesque, venu de Palestine. Alors qu'Hemingway et Malraux ont vu, eux. Jeff déplie la carte. Je pense que ce qui émerge devant nous est la bourgade de Raqqa. Après Raqqa, on file vers Punta Larena, au plus proche de la frontière portugaise. Aujourd'hui, 1er janvier, on garde nos mules. On avisera plus tard, quant à voir rouler des autobus, nada. Raqqa est évité. C'est maintenant qu'il va falloir être vigilant, éviter la Guardia Civile, les phalangistes, les prêtres. Bref, tous ceux qui roulent pour Franco. Le jour décline rapidement. Il n'y a âme qui vive. Le froid est toujours aussi mordant. Il faut trouver un abri pour la nuit. À l'écart d'une ferme, une sorte de grange, une réserve à machines agricoles et du foin. Les bêtes et les hommes passeront la nuit ensemble. La lourde porte refermée. Les mules enfournent un foin bien sec. Un peu de celui-ci servira de litière pour Jeff et Maurice. Les armes à portée de la main, le sommeil les prend aussitôt. Le jour finit par filtrer entre les poutres de la grange. Jeff se réveille. Quelqu'un le regarde. Jeff esquisse un geste vers son arme. L'homme ne bouge pas. Il n'est pas armé. L'homme le regarde intensément. Probablement depuis un long moment. Il doit s'agir du propriétaire des lieux.
Lui vient un sourire madré. Comme celui des paysans normands dans les contes de Maupassant. Tout en ruse, en rouerie, en manière cauteleuse. Le regard de l'homme va de Jeff à Maurice ensommeillé puis vers les mules, les détails, note la présence des selles. Jeff jauge l'homme. Pas inquiétant au demeurant. Alors, il se hasarde. Franco? Codillo? L'homme agite son index droit en signe de négation. Frances? Que si. Accomer senior? Et fait un signe éloquent. Maurice finit par se réveiller et découvre la scène. Surtout ne bouge pas, ne dis rien. Quand la porte de la grange s'ouvre à nouveau et laisse passer une jeune femme. Padre? Son Franceses? La jeune femme. Vous français? Oui, nous sommes français. Mais vous avez des pistolets. Nous ne sommes pas des bandits. Jeff range son arme. Maurice en fait autant. Mon père dit vous avez faim? C'est vrai s'il vous plaît. La jeune femme et son père s'approchent de bourrique et bourriquette. L'homme les examine encore, les palpe, leur retrousse les lèvres. Puis se retourne vers Jeff et Maurice et leur fait signe de les suivre. Dans la cuisine de la ferme. Vous lavez un peu? Oui, bien sûr. La demeure est modeste. Les nourritures terrestres aussi. Du café, un peu de pain, un peu de fromage. La jeune femme. Les mules Francesas? Oui, et ce sont de bonnes travailleuses. Elles sont bien pour nous. Fine mouche, elle ajoute. Vous allez au Portugal? Jeff hésite un instant, regarde Maurice, sonde le père et finit par dire. Que si. La jeune femme fait signe à tout le monde de la suivre. Sous un hangar bien abrité, une bâche vert foncé recouvre quelque chose. Le père et la fille retirent en partie la bâche. Apparaît le museau d'une petite camionnette. La jeune femme grimpe dans la cabine, met le contact, tandis que son père lance le moteur à coups de manivelle. Le moteur part sans un hoquet. Jeff et Maurice croient deviner la suite. La jeune femme et son père leur font face. Voilà. Les mules à nous et les selles aussi. Et après-demain, nous emmenez-vous à la frontière. Jeff. Oui bien. Jeff frappe une fois, 2 fois la paume du père. À la 3e, les pognes s'étreignent. L'accord est scellé. Certes, les mules valent bien plus que cela. La jeune femme le sait et ajoute. Les pesetas, pourquoi faire au Portugal? Il n'y a plus qu'à attendre le surlendemain. Jeff et Maurice partagent le même lit. Maurice courtise cette jeune femme de son âge. Tandis que Jeff fait le tour du propriétaire avec le père. Les mules seront les bienvenues pour la bourrer. Le soir au dîner, un potaré, une soupe de légumes, pâtes, pois chiches et rien d'autre. Rien d'autre si ce n'est du pain et du vin. Alors on reprend de la soupe. Cela tient au corps. Dans leur chambre, Maurice et Jeff ne se sentent pas rassurés. Là en bas, on peut les dénoncer. Alors ils sortent leurs armes, les chargent, fixent le silencieux. Et pourquoi après-demain, et non demain? Interroge Maurice. Je n'en sais trop rien. As-tu vu un téléphone dans la maison? Non, il me semble. Demain, tu restes avec la petite. Tu la cajoles. Moi, je continue à rester avec le père. La journée se passe sans incident. Les prisons franquistes très peu pour eux. Jeff a lu un tas de récits sur ces dernières. Par exemple, on tabasse les prisonniers puis plaies ouvertes, on les fait rouler sur du gros sel. Le lendemain matin, de très bonne heure, on charge les sacs à l'arrière de la camionnette, on les dissimule sous quelques bottes de paille. Dans la cabine, Carmelita est au volant. Puis viennent Jeff, Maurice et le père contre la portière. Jeff a sa mallette à ses pieds. Après Punta l'Arena, on entre en Navarre. Les terres de la Rioja sont réputées comme de bonnes terres. L'Èbre et ses affluents arrosent ces plaines. Ça et là, quelques troupeaux de moutons. Parmi les vignes nues, les caves massives, les fameuses bodegas. À Logroño, on enjambe l'Èbre. Là-bas sur la droite, court le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur lequel avancent quelques pèlerins. Puis viennent les villes médiévales de Burgos et Palencia. À Valladolid, c'est la Castille. Sévère, historique, austère comme sa cathédrale et son université. Le père prend le relais derrière le volant. Pas de signes alarmants. 2 heures plus tard, on entre dans Zamora.
Il n'y a plus que quelques kilomètres avant la frontière. Le vieux inspire confiant. Le passage de la frontière se passe en douceur. Plus loin, à l'abri des regards, derrière une rangée de peupliers, on se quitte. Accolade entre les jeunes. Poignée de main entre Jeff et le père. Carmelita va vers la camionnette, et en revient avec une bouteille de vin qu'elle offre à Maurice. Et ajoute. Nous aussi résistantes. Bon voyage. 1 heure plus tard, un autobus s'annonce. Une antiquité mais ça roule. Jeff ouvre la porte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.